Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à Découverte du patrimoine pour le tome 4, volume 5, le mois de novembre 2021. Et nous avons encore ce mois-ci l'immense honneur de partager la richesse du patrimoine de M. Yvon Picotte, anciennement député plusieurs fois, ministre aussi plusieurs fois, directeur général pour un institut de personnes en dépendance, aussi directeur général d'un organisme OSBL qui s'occupe de la récupération et de l'emploi de personnes à mobilité réduite. Ainsi, on pourrait dire très impliqué au niveau de sa communauté de Louisville, président du Festival de la Galette de Sarrazin de Louisville. Yvon, bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Oui, je suis ex-président du festival, mais je suis encore très impliqué dans le festival. Ah, merci de me mettre à jour. Oui, juste pour faire ça comme correction. Ça va bien? Vous êtes en forme? Très grande, très grande. Hein, les élections fédérales viennent de passer. On peut s'en glisser un petit mot? Vous qui êtes très au fait de la politique, j'imagine que ça ne se perd pas. Hein? On doit être quand même assez au courant. Ah, oui, ça ne se perd pas. Puis, évidemment, la fébrilité recommence là, avec les élections municipales, chose dont on va parler tantôt, mais brièvement, pour les élections fédérales, moi, je n'ai pas eu de surprise d'aucune façon. D'abord, je n'ai jamais cru que les conservateurs pourraient prendre le pouvoir, pas plus que de le prendre minoritaire, à cause des déboires que le Parti conservateur a depuis plusieurs années, toujours avec les vieux démons qui reviennent tout le temps, l'histoire de l'avortement. Alors, les gens qui sont très, très à droite, qui n'acceptent pas qu'il y ait de mouvements ou de changements radicaux. Et ça, un chef conservateur est toujours victime de ça. Et en plus de ça, il y avait le parti de Bernier, là, qui est un gars qui s'est dissocié des conservateurs et qui a formé son parti pour aller chercher ces gens-là. Alors, le Parti conservateur ne pouvait pas prendre le pouvoir. Et c'est curieux parce que de la façon dont c'est organisé, même si le Parti conservateur a eu plus de votes que le Parti libéral, le nombre de députés, évidemment, fait en sorte que c'est le Parti libéral qui a conservé, évidemment, le pouvoir, mais je n'ai pas été surpris non plus que ce soit un gouvernement minoritaire parce qu'il n'y avait aucune raison pour M. Trudeau de déclarer des élections. Peut-être que oui, il y avait une certaine forme de raison en disant qu'il faut passer à d'autres choses, puis il faut repartir un peu à neuf, sauf que les gens ne peuvent pas comprendre ça. Il aurait fallu qu'ils se laissent défaire en chambre par les partis politiques pour dire, regardez, moi, je n'ai pas le choix d'aller en élection, je suis minoritaire, puis on vient de me défaire, alors je vous offre un nouveau mandat. Je ne donnerai pas le pouvoir à ceux qui viennent de me défaire, là, mais je vous offre un nouveau mandat, puis on va retourner en élection. Mais ce n'était pas ça. Alors, il a perdu son pari là-dessus. Par contre, ben, même si le Parti conservateur, comme j'ai dit tantôt, a eu plus de votes, là, le problème, c'est que les votes du Parti conservateur sont situés surtout dans l'Ouest canadien. Dans l'Ouest canadien, ils pognent beaucoup des gens. Les conservateurs ont des majorités écrasantes, mais en principe, en politique, là, la majorité de quelqu'un qui passe avec 100 votes est aussi importante que celle qui passe avec 100, avec 10 000 votes. Parce que ça ne fait pas plus qu'un député de plus. Ça fait tout simplement de faire en sorte que la personne qui a 100 votes, évidemment, elle fait partie d'un parti politique, même si elle a eu de la difficulté à passer, même si ça a été serré. Et c'est un vote de plus pour ce parti. C'est un député de plus pour ce parti-là. Et c'est pour ça que les conservateurs ont de la difficulté. Alors moi, je n'ai pas été surpris de ça, pas une minute. Je me permets une question personnelle, OK? Plusieurs personnes ont trouvé que M. O'Toole passait une cassette et il ne répondait pas aux questions. C'était toujours des questions préprogrammées. Je ne comprends pas comment ça que les gens votent pour des politiciens qui ne répondent pas aux questions. Ben, c'est justement ça, ça revient à ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que M. O'Toole marchait toujours sur des tisons un peu, là. Parce que dès qu'il se prononçait
contre l'avortement ou pour l'avortement, on les ramenait toujours à ça. Et les journalistes sont un peu vicieux d'une certaine façon parce qu'on y parle d'un vieux problème que le Parti conservateur n'a pas réglé dans sa forme. Mais quand un chef de parti dit, écoutez, moi, je vous donne ma parole qu'il n'y aura pas de projet de loi sous mon règne qui va être passé sur l'histoire de l'avortement, bien, on devrait mettre un frein à ça puis continuer de regarder d'autres choses, d'autres avenues. Mais les journalistes revenaient toujours là-dessus, puis en revenant là-dessus, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas blesser le groupe qui a demandé de se tenir tranquille puis de ne plus toucher à ça. Alors, c'est là que ça devient problématique. Puis en plus de ça, M. O'Toole, la meilleure des façons pour lui qu'il a trouvé, puis c'est la pire des façons de trouver, on a fini par ridiculiser ça tout le monde. À tous les fois qu'on lui posait une question, il disait « Ah, j'ai un plan. Ah, j'ai un plan. » Puis il en plan. Finalement, là, moi, j'écoutais ça, puis c'était quasiment une risée nationale. Les gens disaient « Monsieur Plan arrive. » Hein? Bien, c'est pas juste ça. C'est parce que là, il n'était pas capable de parler sur les armes. Il n'était pas capable non plus de tenir au niveau de l'environnement, au niveau du budget. Et je comprends pas pourquoi une plateforme incohérente où ils n'ont même pas l'unanimité dans leur propre parti puisse rassembler des gens. Qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens? Il n'est pas conscient des choses? Ah, non, ben, c'est parce que il y a toujours cette distorsion-là, autant sur l'avortement que les armes, là. Les gens, puis ça, c'est un dur débat, même au Québec, là, c'est un débat qui est assez difficile, sauf qu'il faut qu'à un moment donné, un chef de parti ait une position claire. Et il dit, c'est bien regrettable, mais ceux qui ne sont pas contents, bien, votez ailleurs, vous avez d'autres possibilités. Mais ce n'est pas ça que le Parti conservateur fait parce qu'il y a bien des gens dans l'Ouest canadien qui ont des armes, puis ce n'est pas nécessairement pour tuer des gens, là, mais il reste que ça a pu sa place tellement. Et c'est pour ça que ça fait moins de dommages à un chef de parti de dire moi, là, je vais aller encore plus loin parce qu'il y a des féminicides, il y a des gens qui utilisent des armes pour tuer du monde, pour se débarrasser de certaines personnes dans leur entourage, puis de certaines personnes qu'ils n'aiment pas. Alors, moi, je vais faire des lois sévères, puis ça va être plus difficile d'avoir un fusil pour aller à la chasse. Alors, ça fait moins de dommages quand un chef de parti tranche comme ça que de dire non, non, regardez, on va essayer de faire de l'éducation, on va essayer de faire ci. Ça démontre que finalement, même si tu fais de l'éducation, quand quelqu'un qui a une arme à feu, avec toute la bonne volonté du monde, qui ne veut pas s'en servir pour faire du mal avec, mais pour aller à la chasse ou maintenant pour d'autres choses, bien, à un moment donné, ça ne prend pas une grosse coche qui saute dans sa tête pour être en mesure de s'en servir. Et c'est pour ça qu'il faut que les armes de poing, des types d'armes soient prohibés, puis qu'on n'endure pas ça. C'est ce que Trudeau a fait, d'ailleurs. Trudeau, le monde n'était pas tout satisfait, mais on l'a vu. Il n'était pas toujours satisfait de sa position sur les armes, mais il avait au moins identifié des armes qui étaient pour faire un rachat, pour les enlever de la circulation. Et ça, ben, ça me fait dire souvent ça en politique, hein? C'est jamais noir ou blanc, mais des fois, on vote pour le moins pire des pires. C'est ça la réalité. Mon avis personnel, je ne sais pas si ça résonne chez vous. Si Trudeau avait bien fait son mandat pendant les 4 ans demandés, il serait rentré majoritaire. Là, le fait de mettre sur la table de poker le Canada et son poste, finalement, ça n'a pas été une belle stratégie. J'ai comme l'impression que des libéraux archaïques qui ont fait dérailler le train un peu. Parce que selon les prédictions aussi, Trudeau, il pourrait passer la décennie-là s'il fait bien les choses puis il arrête de se mettre les pieds dans les plans un petit peu. Bien, c'est le problème qu'il a eu, c'est faut que quand tu prends une décision, il faut que tu sois capable de l'expliquer à la population pour qu'elle le comprenne. Je vais faire un parallèle avec ce que j'ai vécu moi-même dans mon propre parti au provincial. Robert Bourassa, en 1976, est allé en élection 1 an avant la fin de son mandat
puis il a demandé à la population de lui donner un mandat clair. Bon. Un mandat clair, là, à ce moment-là, il faut se rappeler que le Parti libéral avait fait élire 102 députés sur 110. Plus clair que ça, tu meurs, là. Hein? Et ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé parce que celui qui va voter, lui, il va s'arrêter à des détails comme ça, puis il va dire, je ne comprends pas qu'il va avoir un mandat clair quand il y a 100 députés. 90 des députés en Chambre sont de son parti. Qu'est-ce qu'il va avoir de plus clair que ça? Alors, ça, c'est la même affaire. Et quand on arrive là, M. Trudeau dit, je ne comprends pas, là, il nous donnait ce qu'il voulait, il dépensait ce qu'il voulait, il prenait les décisions qu'il voulait, même si la Chambre ne siégeait pas tout le temps, mais il avait réussi à trouver une façon de gouverner pour aider, même à l'intérieur de la pandémie, des gens qui avaient perdu leur job, des gens qui n'étaient pas capables d'aller travailler, etc. À partir de ce moment-là, les gens ne peuvent pas comprendre qu'il se défait lui-même, dans le fond. Si tu regardes ça avec tes yeux ordinaires, tu dis, Trudeau vient de se battre. Il vient de se battre pour aller en élection. Alors qu'on s'attend d'un gouvernement minoritaire, que ce soit le Bloc québécois ou le Parti conservateur qui présente une motion, puis que là, le soir de la motion, quand le résultat arrive, on a dit, ben le gouvernement est défait parce qu'il n'a pas passé à la rente de ce levain-là. Alors, tout ce que le premier ministre a à faire à ce moment-là, ça va cogner à la porte du ou de la lieutenant de la gouverneure générale du Canada, puis il lui dit, je demande d'appeler des élections puisque je viens d'être défait. Mais là, il l'a élu 3 semaines d'avance, tu sais, conflit d'intérêts. Puis là, elle a 3 semaines d'expérience, puis elle va dire non, tu ne déclenches pas d'élection, c'est pas bon pour le pays. Oui, mais ça arrive à peu près jamais que le lieutenant-gouverneur, habituellement, à moins d'une grosse raison, il va toujours faire ce que le premier ministre lui demande. Au lieu de trancher et dire ah, vous n'êtes pas capable de gouverner, ben, m'a demandé, je ne sais pas, mon Parti conservateur, en alliance avec le Bloc québécois, de former le gouvernement. Il ne veut pas aller jusque-là parce qu'il devient comme une personne qui, dans sa neutralité, a un parti pris. Alors, puis on peut lui dire par la suite, ben, monsieur le gouverneur général ou madame la gouverneure générale, vous n'êtes pas trop fort sur la démocratie parce qu'on aurait aimé bien mieux voter que vous choisissiez une coalition pour administrer le pays. Ça fait que c'est rare que ces gens-là vont là. Alors, j'aurais été, moi, gouverneur général, un poste que je n'ai jamais accédé, puis je n'accéderai jamais, mais j'aurais pas aimé prendre cette décision-là. J'aurais dit, M. Trudeau me demande de déclencher les élections puisqu'il vient d'être battu, alors je préfère que ce soit les Canadiens qui décident qui va gouverner pour les prochains 4 ans. Et c'est comme ça que ça marche. Puis là, est-ce qu'il va faire ces 4 ans? Ben, dans la tradition du Parti libéral, là, moi, je pense qu'il y a bien des libéraux de mécontents. D'abord, qu'ils soient allés en élection. Il y en avait beaucoup de mécontents. Évidemment, quand le premier ministre déclenche une élection, même si je suis mécontent, puis je suis député d'une circonscription, qu'est-ce qui se passe? J'ai plutôt le besoin de dire, m'arrêter de chialer après mon premier ministre, mon chef de parti, parce que faut que je me fasse réélire, là, moi, si je veux rester député. Oui, puis en plus, il faut que tu défendes les idées de l'autre que tu n'es peut-être même pas capable toi-même d'expliquer. Oui, mais à ce moment-là, tu dis, allez m'occuper de mon élection, puis après ça, moi, je suis allé contre le chef, puis il m'a essayé par en dedans à le déraciner. Ça fait que c'est ce qui s'est produit probablement avec M. Trudeau. Les gens qui étaient mécontents, mais là, évidemment, il est encore minoritaire. Là, moi, je pense que ça va prendre un gros vent pour le tasser de là parce que là, tout le monde en a souffert. Il n'y a pas un parti qui est intéressé. Là. Je vois le NPD qui va appuyer le gouvernement le plus souvent possible. Les conservateurs, parce qu'eux autres aspirent à prendre le pouvoir, ils n'ont pas le choix de ne pas appuyer le gouvernement trop souvent. Mais d'un tiers parti, là, personne n'a intérêt à aller en élection encore plus vite. D'abord pour des raisons bien simples. Parce que là,
En supposant que demain matin, le NPD et le Bloc québécois disent qu'on va défaire le gouvernement. On va dire une affaire. Là, les Canadiens vont aller voter, puis là, ils vont se venger. Ils vont dire, hey, regarde, ça fait 2 fois qu'on va en élection, on ne va pas y aller une 3e fois avec un minoritaire, puis ils risquent d'éliminer, ils risquent en tout cas de condamner le NPD puis le Bloc québécois qui aurait forcé cette élection-là à perdre des sièges. Ça fait que là, on en a pour un bout de temps, sauf que le premier ministre, ben, il est allé en élection pour avoir les mains un petit peu plus libres de le faire. Ils vont être obligés de faire plus de concessions. Mais c'est la décision qu'il a prise, il doit vivre avec. Et probablement que Trudeau, d'abord, il ne faut pas oublier qu'il en est rendu à son 3e terme, là, même si c'est 2 thèmes minoritaires, les 2 derniers, mais il reste qu'il a fait 3e élection. Alors, je ne serais pas surpris, moi, qu'à un moment donné, surtout qu'il a l'air d'avoir choisi Mme Freeland pour être sa dauphine, d'une certaine façon. Alors, je ne serais pas surpris qu'un bon matin, on voit M. Trudeau dire moi, je demande à mon parti de faire un congrès à chefferie puisque j'abandonnerai la politique dès qu'il y aura un nouveau chef au Parti libéral du Canada. Et ça, à ce moment-là, tout le monde va comprendre que Trudeau partant, puis mettons, en supposant que Mme Freeland gagnerait, Mme Freeland ne pourra pas faire plus que 3 à 6 mois, pour une raison bien simple, c'est qu'elle a obtenu le titre de premier ministre à l'intérieur de son parti. Ils l'ont choisi, mais elle va avoir avantage à se présenter devant tous les Canadiens et dire si vous voulez de moi comme premier ministre, là, on va déclencher une élection. Et ça va passer mieux. Parce que les gens vont dire oui, elle va se faire légitimer pour être à la tête du pays comme première ministre au lieu d'avoir été choisie par les militants libéraux du Canada pour devenir premier ministre. Alors ça serait normal. Alors, moi, je pense que M. Trudeau, à moins qu'il soit défait en chambre rapidement, ce qui serait contre la réalité, puis moi, je n'anticipe pas ça d'aucune façon, ça n'arrivera pas, d'après moi, aucunement. M. Trudeau, probablement dans 18-20 mois, va dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il a passé des réformes qu'il avait à passer. Il va avoir atteint son but, il a remplacé son père, il a été au pouvoir, il a presque gagné ses 3 élections. Il a gagné ses 3 élections. Oui, mais son père en a fait 5, fait qu'il pourrait continuer encore un moment. Oui, mais il n'a pas intérêt parce que là, la grogne, elle va être dans son parti. Là, la grogne est dans son parti présentement parce qu'il y a bien des députés, ceux qui n'ont pas été réélus, d'abord, ils vont dire moi, je serai encore député si Trudeau ne va pas déclencher des élections précipitamment. Là, l'odieux d'avoir déclenché des élections, il appartient à lui uniquement, il n'appartient pas au parti de l'opposition. Alors, il va y avoir de la grogne à l'intérieur du parti, il va y avoir des gens qui vont travailler contre lui à l'intérieur du parti. Et quand tu es rendu là, à un moment donné, tu risques de dire, regarde, moi, j'ai fait ce que j'ai à faire, puis tu sors de là. Puis il va avoir un bon CV finalement, parce qu'il va avoir réussi ce qu'il voulait réussir, c'est-à-dire devenir premier ministre du Canada comme son père l'a été. 3 fois. Bon, lui, ouais, il peut dire qu'il va avoir été 3 fois, pas en nombre de temps, là, nécessairement, si tu aboutes les temps. Oui, si tu prends exemple Mackenzie King, lui, il l'a fait en temps, il a passé 27 ans au pouvoir. Mais c'est déjà pas mal, parce que Trudeau, là, était critiqué. Les Trudeau sont critiqués depuis belle lurette. Là. Et tu sais, moi, le premier, là, je suis très surpris que Trudeau ait autant de sièges au Québec que le Bloc québécois. Parce que les Trudeau au Québec, là, c'était pas ce qu'il y avait de plus aimé. Là. On va se rappeler quelque chose que j'aime pas dire, mais qui est la réalité. Là. Dans le temps, le Bloc québécois, quand Trudeau a fait élire, Papa Trudeau a fait élire 75, il y avait 75 députés, il a fait élire 70, 71. Là. Il y avait le Bloc québécois, ils appelaient les 70 nouilles du Canada, là, du Québec, tu sais.
c'est de la politique, on va dire, là, mais ça démontre jusqu'à quel point que par la suite, le Parti libéral a droppé beaucoup et puis il n'a pas fait élire autant de députés. Donc, M. Trudeau père, là, vers la fin de son mandat, était assez détesté là, dans le Québec. Là. Il était pas, en tout cas, il passait pas comme une lettre à la poste. Je vais revenir sur quelque chose de nouveau aussi dans cette campagne fédérale. Jean Chrétien et Brian Mulroney qui se mettent en ouverture publique pour appuyer les nouveaux chefs. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, quand c'est des élections serrées comme ça, là, on fait venir les has-been, comme on dit dans le langage. Hein. On fait venir deux personnages qui peuvent faire la différence. Hein. Autant la venue de Jean Chrétien avec son parler a pu faciliter le fait de garder certains comtés libéraux là. Et ça dénote une chose. Quand on sort ces gens-là là, du garde-robe, là, c'est tout simplement dû au fait que c'est serré comme élection. Bon, on dit, est-ce que Jean Chrétien peut faire une différence? Moi, je pense que oui, Jean Chrétien pouvait faire une différence. Il y en a eu une, moi, j'étais contente de le voir. Ouais, j'étais contente de le voir appuyer son jeune poulain aussi. Tu sais. Ben, tu sais, parce que Jean Chrétien est un gars c'est un monsieur, on l'aimait ou on ne l'aimait pas, là, mais on savait qu'il y avait le Canada dans le cœur, on savait qu'il ne nous mentait pas, puis on savait que quand il disait quoi, c'était ça, puis il pensait ça, puis c'est un style de politicien qu'on n'a pas détesté. C'est-à-dire que ceux qui le détestaient à mort, puis ceux qui l'aimaient, ils l'aimaient au bout. Fait que, tu sais, il a pu faire à l'intérieur de l'élection, il a pu sauver 3-4 comtés pour les libéraux. C'était suffisant pour qu'ils gardent le pouvoir. Par contre, M. Mulroney, c'est pareil. Là. M. Mulroney, par exemple, ça ne voulait rien dire dans l'Ouest beaucoup. Mais le gros point que souhaitaient les conservateurs à la dernière élection, c'est pas compliqué, c'était de faire en sorte que des gens du Québec puissent élire des conservateurs en plus grand nombre. Ah, stratégie. Alors, il y avait Québec où on espérait, d'ailleurs, on a gardé les députés conservateurs qui avaient été élus, on l'a gardé. On avait espoir d'aller en chercher 2 ou 3 autres comtés dans la région de Québec et alentour. On avait espoir d'aller en chercher Trois-Rivières, entre autres, puis d'ailleurs, c'est tellement vrai que le conservateur est en recomptage judiciaire. Oui, ça recompte maintenant, oui. C'est ça, oui. Alors, Mulroney, lui, les conservateurs voulaient l'avoir là parce que s'il était capable d'aller chercher 3, 4, 5 comtés additionnels au Québec, parce que M. Mulroney n'avait pas mauvaise presse. M. Mulroney a essayé d'emmener le Québec dans le giron de la Constitution déjà. Et M. Mulroney avait vraiment une belle image. Il n'était pas parfait comme politicien, mais on n'est pas connu des politiciens parfaits. Il n'était pas nécessairement parfait comme politicien, mais c'est un gars qui est pro-québécois et tout ça. Et ce qu'Autour voulait faire en emmenant M. Mulroney, c'est de dire, regardez, moi, là, je suis à l'image de Mulroney qui est un progressiste conservateur, parce que c'est ça le problème des conservateurs. Alors, ils ont bâti le progressiste conservateur, mais tu as une gang là-dedans que c'est des conservateurs. Hein, des gens qui ne veulent pas trop bouger, qui veulent la loi et l'ordre, puis ces choses comme ça. Alors, c'est pour ça que M. Mulroney a fait son apparition dans la campagne, mais ça n'a pas donné des résultats pour porter le Parti conservateur minoritaire. Et ça revient à dire ce que je disais tantôt, tu as beau avoir plus de votes quand tu es conservateur que quand tu es libéral, sauf que ce qu'il fallait avoir comme vote additionnel, c'était plus au Québec puis dans les maritimes que de l'avoir dans l'Ouest, parce que dans l'Ouest, ça faisait juste grossir les majorités des conservateurs qui sont là historiquement tout le temps. Si on y va avec Barack Obama qui s'ajoute à Justin Trudeau, ça aussi, c'est un plus. Oui, ça aussi. Et c'était un petit peu...
je trouvais ça un peu dommage que ça se fasse, là. Moi, personnellement, parce qu'on avait critiqué beaucoup, hein, le fait que notre premier ministre au Québec avait pris position, alors que lui-même ne veut pas que le fédéral se mêle de ses affaires. Ben, à partir de ce moment-là, lui, il s'en mêlait des affaires du fédéral. Alors, il aurait été mieux de fermer sa trappe, le premier ministre du Québec. À mon avis, c'est un manque de jugement, c'est une erreur qu'il a faite. C'est pas grave à tout conseil, mais il aurait été mieux de se tenir tranquille, vu qu'il y a à négocier et à discuter avec des gens comme Trudeau maintenant, aujourd'hui. Et moi, si je m'étais appelé Trudeau, j'aurais refusé nettement que des gens à l'extérieur viennent s'interposer dans la campagne, parce que là, ça venait tout simplement diminuer l'erreur qu'a faite le premier ministre du Québec en disant, ben regarde, pas pire qui s'en aille, lui au moins il est dans le Canada, dans ce cas-là, c'est des Américains qui viennent nous dire quoi faire. Alors, moi, si j'avais été à M. Trudeau, j'aurais dit à M. Obama, vous êtes bien gentil, là, mais je ne voudrais pas que vous vous en mêliez. Vous êtes bien gentil de me souhaiter bonne chance par téléphone privé ou des choses comme ça. Mais je n'aurais pas voulu qu'il s'en mêle à cause justement de ne pas diminuer ou de ne pas faire en sorte que l'impact du premier ministre du Québec soit moins évident que celui d'où il était d'une évidence extrême. Puis j'avais bien des gens qui me disaient dans ce temps-là, le premier ministre du Québec n'aime pas que les gens se mêlent de ses affaires, mais lui, il se mêle des affaires des autres. Ouais. Mais là, ça venait équilibrer la charge. Mais là, côté, justement, relation pour le Québec qui prône son autonomie paternaliste versus Justin Trudeau qui dit « je te donne la garderie », mais là, la santé, c'est-tu des batailles qui valent la peine d'être menées? On ne peut pas s'entendre tout simplement. Peut-être que je connais les politiciens. Les politiciens ne sont pas nécessairement rancuniers, ils ont beaucoup de mémoire. Puis quand ils ont beaucoup de mémoire, ils ont beaucoup de pouvoir. Puis quand ils ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent multiplier les embûches un peu. Là. Dans le sens suivant, c'est que, alors que c'était presque acquis, puis tout ça, là, ils vont mettre des normes que l'autre n'aime pas trop. Fait que là, ils vont éterniser les discussions. Alors, au lieu de l'avoir dans 4 mois, comme ça sera mieux, c'est le peuple qui va payer pour. Ça va durer peut-être 1 an et demi, puis 2 ans avant qu'on attache les fils, comme on dit dans le langage politique. Et ça va être des détails comme ça qui vont arriver. Et là, évidemment, M. Trudeau va dire non, moi, c'était dans mes intentions. Puis c'était comme ça. Puis je suis tout disposé à donner le milliard d'un garderie. Je suis tout disposé à donner ça. Mais on ne peut pas le donner pour rien. Il faut attacher les fils. Puis là, ils vont utiliser ça. Tandis que si M. le premier ministre Legault n'était pas intervenu, probablement que ça aurait duré moins longtemps, les discussions. Mais c'est de la politique. Mm-hmm. Alors, on parlait aujourd'hui, finalement, de l'élection municipale. Comment on peut en parler la prochaine fois aussi, ça nous ferait un autre sujet. Ah! On a déjà un bon sujet qu'on vient de traiter. Là. Je ne sais pas, ça fait combien de temps et quelle heure? Il est midi. Ah, on a une demi-heure là-dessus? Ouais. Quasiment? C'est un gros. Mais y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait parler de ça, justement, des politiques fédérales? Non, moi, ça résume assez bien là, tout ce qu'on a dit. Puis tout ce qu'on a dit, là, puis le résultat des élections est prévoyable, prévisible, c'est-à-dire... Bon, mais attends un petit peu, on va ouvrir un volet parce que, premièrement, historiquement, c'est la première fois où on acceptait des votes à la poste. Oui. Mais ça va être de plus en plus populaire, là, parce qu'on a tout fait pour faire en sorte que le monde aille voter, puis de plus en plus ils se désintéressent d'aller voter. Moi, je pensais qu'on était pour avoir un pourcentage beaucoup plus impressionnant de votants à l'élection fédérale, là, mais on va dire c'est pauvre un peu. Hein, ça joue aux alentours de 60 Plus on va faciliter aux gens d'aller voter sans avoir à se déplacer ou d'une façon rapide, sans que ce soit compliqué, ou ouvert à la fraude, là, oui. Tu sais. Oui, mais c'est ouvert à la fraude, mais aujourd'hui, il y a bien des choses qu'on peut contrôler aussi, là.
C'est évident que là, quand on expérimente, il y a des choses qui vont s'améliorer là-dedans, mais comment on trouve le moyen de dire, y a-t-il moyen? L'idéal là, dans une démocratie comme la nôtre, là, ce serait que 80 du monde aille voter, au moins. Je comprends que ça ne peut pas être 100 du monde. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ont des difficultés, il y en a qui ont moins de connaissances. Connaissances sont disparues un peu. Mais moi, je pense qu'il faut chercher des bons moyens. Déjà, on a amélioré beaucoup. Là. Moi, le vote par anticipation, ça, on a dit la même chose quand il est arrivé le vote par anticipation. Ah, y a-tu quelqu'un qui va aller fouiller dans les boîtes de scrutin entre la journée où tu votes le lundi puis l'élection est dans 15 jours? Hein? Puis qui c'est qui va garder ça? Puis on peut-tu se fier au monde? Ça a été de la grosse discussion. Pourtant, moi, depuis les derniers 10 ans, 12 ans, là, je vote toujours par anticipation. Je vote toujours par anticipation. Autrefois, j'allais par anticipation parce que souvent, j'étais invité par des postes de télévision à me rendre à Montréal la journée des élections pour aller commenter, ou maintenant d'un poste de radio à Montréal pour aller commenter les élections. Bon, alors, je me disais, je ne perdrai pas mon vote pour aller commenter des élections. J'aime trop voter pour ça. Alors, le vote par anticipation, moi, j'ai commencé à faire ça longtemps. Puis je me vois un jour, là, en supposant qu'un jour, je suis moins bien portant ou quoi que ce soit, mais que j'ai trop ma tête, hein, me dire, ben, s'il y a une élection, j'aimerais bien ça avec mon expérience, puis j'aimerais bien ça participer. Tant que je suis un citoyen qui est capable de penser par moi-même, j'aimerais ça qu'on ne me coupe pas mon droit de vote parce que je suis un petit peu moins potent ou que j'ai des difficultés de déplacement ou quoi que ce soit. J'aimerais ça qu'on me permette de voter d'une autre façon. Puis ça en est ça. Mais tout le temps qu'on va les expérimenter, il va toujours avoir des doutes, mais moi, je pense qu'il y a moyen de faire ça correctement, toujours dans le but de faire en sorte qu'il y ait, dans une démocratie, pour que la démocratie soit la plus transparente possible, qu'on ait 80 des gens qui aillent voter. Là. Écoute, on a tout essayé. Là. On a donné des heures, on a payé des heures par les employeurs là, pour permettre à quelqu'un d'exercer son droit de vote. On est rendu qu'on a extensionné les heures. D'abord, on a extensionné le vote par anticipation. On a extensionné aussi des heures de vote. Tu as le droit de voter jusqu'à 9h30 ce soir. Il n'y a pas de raison là, de ne pas te servir de ton droit de vote. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire en sorte que notre démocratie soit vraiment correcte? Ben, c'est ça qu'on expérimente. Puis moi, je ne suis pas opposé à ça, au contraire. Je pense qu'on est capable de bien baliser ça. Il y a des bonnes façons de faire qui nous permettent d'avoir justice puis qu'il n'y ait pas de fraude électorale là-dedans. Oui, mais là, les moyens de communication et de marketing, on voit Justin Trudeau qui s'en va à la urne avec ses 3 enfants, dont son garçon main dans la main, ou Erin O'Toole avec sa femme qui s'en vont voter. Est-ce que ça joue dans la balance, ça, vraiment, de voir les gens aller voter pour eux? Non, je pense pas. La majorité des gens, ils se retrouvent à l'élection, là, puis quand ton idée n'est pas faite, c'est rare. Moi, c'est rare que j'ai rencontré des gens, là, qui, la journée des élections, s'en allaient et disent vraiment, là, je ne sais vraiment pas pour qui je vais voter. C'est rare. Ces gens-là préfèrent s'abstenir à la place. Mais dans un référendum, par exemple, en supposant qu'il y aurait un référendum sur la souveraineté, un référendum sur la peine de mort, un référendum sur l'avortement, un référendum, je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'en vont là et ils disent, ouais, exemple, l'aide médicale à mourir, là, s'il y avait un référendum là-dessus demain matin, il y a bien des gens qui diraient ouais, j'y vais-tu pas? Je ne suis pas trop d'accord. Et là, il y a des gens qui seraient hésitants. Mais quand on a un vote puis qu'on est tanné de les voir à la télévision puis d'écouter des débats qui mènent nulle part, là, comme les débats, là, tu sais, c'est pas la trouvaille du siècle, ça, moi, le débat, là, quand j'entends du monde, quand j'entends les journalistes dire vous avez 1 minute et demie pour nous dire, monsieur le candidat, ce que vous allez faire pour l'environnement pour les 4 prochaines années. Ça ne va pas sérieux. Dans mon livre à moi, ça ne va pas sérieux.
Qu'est-ce qu'un gars peut dire dans 1 minute et demie, à part que dire qu'il est pro-environnemental, puis il va continuer, puis des effets de serre, puis des ci, puis ça. Il remplit 1 minute et demie pour nous rien dire, puis nous autres, on n'a pas su davantage. Puis ils vont tous dire des belles phrases pour dire hey, moi, là, je sais que la Terre est en danger, puis on n'a pas le choix, puis là, c'est un beau discours. C'est pas vrai que quand tu demandes à des politiciens dans un débat durant 1 minute et demie de te convaincre ou ben non, de dire quelle va être ta proposition pour sortir le Canada du marasme, là, puis dans 1 minute et demie, il va te dire ça. Là. Des Joe Blow comme ça, moi, ils ne m'impressionnent pas. Ben, surtout aussi que dans 7 minutes 30 là, ils prennent un pourcentage de temps pour aller bâcher les autres candidats. Ils n'expliquent pas leur programme, là. Ben, oui, parce que, évidemment, ça sera toujours inévitable parce que le gars à abattre ou la femme à abattre dans un débat, c'est celle qui est au pouvoir. Hein? Alors, ils vont être à trois s'il y a 4 chefs de parti. Ils vont être à trois sur le même gars facile. Alors, ça veut dire que ça, il faut faire attention par contre, parce que les gens ne sont pas dupes non plus. Là. Trop, c'est comme pas assez dans la vie. Tu sais. Tu peux avoir commis une bourde, tu peux avoir une punition, mais la journée où on dit que ça mérite la peine de mort, il y a tout de même quelqu'un qui va dire que ce n'est pas nécessaire de le tuer, c'est pas si grave que ça. Là. Hein? Alors, c'est ça, c'est la même affaire. C'est un couteau à 2 tranchants. C'est pour ça que les chefs de parti font attention pour ne pas aller trop loin. Il est mieux plutôt sortir un lapin, comme on dit, du sac, là, pour poser une question où l'autre va être tellement surpris, va être tellement pas préparé à ça qu'il va avoir l'air fou. Et c'est ça qui va ressortir. Rappelons-nous que dans un débat, là, à Radio-Canada, à un moment donné, il y avait une dame qui s'appelait Muguette Payet, là, qui avait posé une question, elle a failli passer à l'histoire après ça, parce qu'elle avait embêté drôlement le premier ministre, une dame, avec une question sur l'emploi, puis tout ça. Là. Fait qu'elle a passé pour quelqu'un. Alors, ça s'appelle sortir un lapin du sac, là, puis où le premier ministre n'est pas préparé. Mais me dit maintenant, au nombre de temps qu'on lui donne pour répondre 1 minute, puis 1 minute et demie, là, puis à un moment donné, la cacophonie prend là-dedans. Pourquoi qu'elle prend la cacophonie? Parce que tout le monde tire sur le premier ministre. Là. Et puis là, le premier ministre lui dit, regarde, moi, je n'aurais même pas de possibilité de répondre. Il cherche à répondre en même temps, puis là, ça devient quelque chose. Fait que ça aussi, c'est à repenser, là, parce que c'est pas ça qui avance le plus notre démocratie, à mon point de vue. Tant qu'à repenser les choses, moi, j'ai une très grosse dualité, c'est-à-dire que j'avais le goût de donner la chance et la majorité à Justin Trudeau via mon voix en disant, OK, régler les problèmes, là, c'est assez, tu sais. Mais d'un autre côté, chez nous, le comté est majoritairement bloc et ça a gagné 10 000 voix de plus. Mais par contre, le député est extraordinaire, c'est Maître Réal Fortin, et puis il est très compétent. Il fait vraiment une bonne job. C'est un gars du coin impliqué dans son comté que dans le fond, a écrasé tous les autres candidats dans le coin. Mais j'aurais aimé ça, moi, avoir une démocratie comme ça, c'est-à-dire, moi, c'est lui que je veux comme député, mais le boss, c'est lui que j'aimerais avoir. Alors, pourquoi que la démocratie ne peut-elle pas évoluer? Hein, c'est parce que ça, il faut changer tout le Canada au complet. Hein? On est dans une confédération et cette confédération-là nous permet d'avoir des inter-échanges comme ça. La journée où on voterait, il faudrait prendre l'exemple des États-Unis, par exemple, quand on parle comme ça. Il faudrait dire, moi, là, je ne veux pas nécessairement avoir Trudeau comme premier ministre, ou je voudrais que Trudeau soit le premier ministre, puis que mon député soit un tel qui soit d'un autre parti parce qu'il fait une bonne job. Ça, à partir de ce moment-là, il faut changer la façon de... Il faut complètement changer la politique au pays. On ne se reconnaîtra plus. Il faut que quelqu'un arrive là et qu'il nous propose de dire, bien, écoutez, on va faire quelque chose on va aider le premier ministre. Puis après ça, le premier ministre, lui, il va... c'est un vote pour le premier ministre, mais après ça, un vote pour les députés de comté. Alors là, si tu ne changes pas le système,
le premier ministre, il va dans l'air, lui, là, puis si on n'est pas capable d'arrimer pour que des choses se rendent au premier ministre, puis ça marche. Alors, il faut penser complètement, il faut prendre notre système politique, on dit, on a assez vécu avec celui-là, voici ce qu'on propose. On peut à l'intérieur l'améliorer, notre façon en arrivant avec le vote proportionnel. C'est ce qu'ils sont en train de regarder. Bon, c'est ce qu'ils sont en train. On regarde ça depuis 40 ans, puis il n'y a pas personne qui veut faire ça quand il prend le pouvoir, parce que quand il n'est pas au pouvoir et qu'il n'est pas élu, il veut avoir du vote proportionnel. Il dit hey, moi, j'ai eu plus de votes. Exemple, le vote proportionnel ferait en sorte que probablement là, que le Parti conservateur aurait un petit peu plus de représentants qu'il y en a là, à la Chambre des communes. Et le vote proportionnel fait en sorte que le petit parti comme Maxime Bernier, qui a eu tant de milliers de votes, qui n'a pas un député, pourrait peut-être avoir 2 députés là-dedans. Mais là, après ça, il faut appuyer tout ce monde-là pour faire des coalitions. Là. Fait que c'est tout un autre genre de système politique qu'il faut mettre. C'est pour ça que ça avance à pas de tortue. C'est pour ça que c'est difficile. Moi, mon principe à moi, c'est pas compliqué. J'ai toujours dit à tout le monde, hein, quand vous allez voter, là, vous devriez voter toujours pour la personne qui va être capable de vous écouter le plus. Et c'est qui? C'est votre député. La journée, puis je donne ça comme exemple. Demain matin, tu as un problème comme citoyen là, dans ton comté. Tu as un problème là, que tu veux voir changer. Là. Exemple, l'assurance chômage, quand tu es malade, qui te permet d'avoir 15 semaines, puis après ça, ben, tu n'as plus rien, tu tombes en néant. Moi, j'aimerais ça que. Puis j'ai un député là, que je vais le voir, puis je veux que ce soit un député qui m'écoute, ou au moins qui est capable de me rendre service. Alors, si tu envoies une lettre au premier ministre pour un problème que tu as à régler, le premier ministre te répondra vraiment, il va te répondre par un attaché politique, il va dire Monsieur le Premier ministre a pris connaissance de votre lettre et on prend bonne note de votre affaire, puis tu n'entends plus jamais parler. Mais quand tu es capable d'aller voir ton député, de cogner à sa porte, puis de dire hey, regarde là, tu vas me trouver une solution à mon problème, j'ai un problème, moi, puis il faut que je mange 3 fois par jour, puis tout ça, là. C'est lui qui est important. D'après moi, la personne la plus importante quand tu votes, c'est ton député. S'il est là et il te défend à 100%, il ne réglera pas tous les problèmes à 100%. Mais tu es sûr que tu vas être défendu. Tandis que si tu votes pour le premier ministre, tu ne verras tout de même pas dans tous les 4 ans de son histoire. Oui, mais c'est lui qui a le pouvoir d'amener l'absolution de certaines lois, puis de discerner certains niveaux de son gouvernement, puis de régler les problèmes. Tu sais, c'est surtout ça, là. Lui, il est tellement loin du monde que les problèmes, il ne les connaît pas. C'est le député de ton comté qui va les emmener aux problèmes. OK. Le député de ton comté, lui, il va partir, il va aller au bureau du premier ministre, il va dire hey, là, moi, dans mon comté, là, écoute, là, il faut se grouiller un peu là, parce que on a un gros problème de main-d'œuvre, par exemple. Puis là, les usines sont en train de fermer. C'est ton député qui va faire ça. Mais le premier ministre, bien souvent, il est en l'air de la pyramide pour il emmène les gros problèmes de l'univers entier. Hein? Puis ton petit problème en bas, là, lui, le premier ministre, même pas au courant. Hein? Alors, c'est ton député qui va pousser sur le premier ministre, ça marche. Est-ce que tu crois que la machine fédérale telle qu'elle est annoncée pour les prochaines années peut arriver à régler des choses? Oui, habituellement, Trudeau, il règle assez. La machine fédérale, elle s'ajuste assez bien dans toutes les circonstances. Mais ça prendra toujours de la pression. Pour n'importe quoi en politique, ça prendra toujours de la pression. Un gouvernement, c'est un presto, ça. Hein? Alors, le gouvernement, plus il y a de pression, plus il est obligé de soutirer la petite boule sur le dessus là, pour faire échapper à la vapeur. Sinon, ça va y sauter d'en face. Mais c'est un pression. Un gouvernement, c'est un presto. Est-ce qu'on peut dire que les libéraux forment majoritairement le gouvernement au Canada parce que les conservateurs ne sont pas élus souvent, là? À date, là, moi, depuis que je suis petit gars, là, en 1958, quand je m'occupais de politique, quand j'étais intéressé par la politique en 1958, on recule loin, là, ça fait 70 ans, passé, ça dit Fenn Baker, il est là.
Et après ça, là, ça a pris du temps avant d'avoir un conservateur au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus canalisés dans l'Ouest. C'est deux mondes de différence. Le Canada, là, c'est deux mondes de différence. Hein? Les seuls qui ont le tempérament latin, c'est nous autres, le Québec. Hein? Dans l'apparence, ben, c'est des anglophones. Et c'est ce qui fait des fois la beauté d'un pays, puis d'autres fois, c'est ce qui fait les problèmes d'un pays aussi. Il n'y a pas de régime parfait, là, mais c'est ça la réalité. Puis c'est pour ça que, à mon point de vue, les conservateurs n'ont pas su s'adapter trop. Là. Ils se sont adaptés au moment de Mulroney, comme je l'ai dit tantôt, Mulroney est arrivé. Puis lui, c'était les progressistes. Oui, le libre-échange vient de là. Ah oui, il était ouvert à des idées nouvelles, il était ouvert à permettre l'avortement, il était ouvert à limiter les armes à feu, il était ouvert à ci, il était ouvert à ça. Mais l'aile progressiste n'a pas continué, puis l'aile conservatrice a pris là-dessus. Ça fait que quand ils vont chercher un chef, ils vont chercher un chef qui est plus conservateur que progressiste. Puis pour avoir un gouvernement conservateur au Canada, il faut à tout prix que le Québec envoie des conservateurs. Si le Québec ignore les conservateurs, ils ne sont pas capables de former un gouvernement. La plus belle preuve, c'est qu'on l'a vu encore. Là. Oui, égal avec le Bloc. C'est ça. Voilà. Le Bloc, ça n'en ira jamais avec un conservateur. Ça, c'est sûr. Le Bloc peut-il arriver à gérer le pays, non? Non, non. La seule affaire que le Bloc pourrait, c'est arrivé d'ailleurs dans l'histoire une fois, c'est qu'il y avait tellement peu, ils sont devenus l'opposition officielle parce que les autres, il y avait le plus grand nombre de députés. Il faut le faire là, dans ce temps-là, quand c'est le Bloc. Mais quand ça arrive comme ça, là, bien évidemment, le gouvernement est majoritaire, donc oui, il y a une opposition officielle. Puis ça, c'était une dans le temps de M. Duceppe, là, ça a été une des rares fois où eux autres avaient pas la balance du pouvoir. Il y avait tout simplement l'opposition officielle. Ça faisait curieux, mais c'était ça. Mais en dehors de ça, là, eux autres, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de dire, nous autres, on va voter contre, nous autres, parce que ça ne respecte pas le Québec. Moi, nous autres, on va être contre ça, on va être contre ça, on va être contre ça. Des fois, ils vont être pour aussi. Il faut être correct avec eux autres aussi. Mais la seule affaire qui arrivera jamais, c'est que ça soit le Bloc québécois qui oriente les politiques du pays, du Canada, parce qu'ils ne seront jamais assez forts pour ça. Bien, ça prendrait premièrement quelqu'un de archi-charismatique qui ferait en sorte qu'un gars de l'Ouest dirait « Moi, je veux représenter le Bloc chez nous », tu sais. Non, ben là, ça va risquer d'avoir des petits partis à gauche et à droite, puis là, ça va être pas mal plus compliqué d'avoir l'unanimité. Parce que demain matin, le Bloc aura beau s'opposer à quoi que ce soit, là, dès que le NPD va voter avec le gouvernement, ben, le Bloc, il va avoir dit qu'il est à contre, puis c'est ça. Puis le Bloc, il va falloir qu'il fasse attention aussi, parce que s'il est contre tout le temps, on va dire, ben, non, on les paye pour qu'ils soient contre. On pourrait-tu ménager ce salaire-là, quoi? Voilà. Merci infiniment, Yvon Picotte, de vos lumières sur ce sujet-là des élections fédérales. Merci, puis on se reparle le mois prochain. Là, ça va être des élections municipales. Même si ça va être passé, peu importe, j'aurai beaucoup de choses à dire là-dessus. Excellent. Bien, merci infiniment. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour.